Hello à toi, moi c'est Maureen et bienvenue dans le podcast Oh les Sœurs. Le concept ici, c'est la sororité. Avec respect et bienveillance, on se pose derrière un micro pour discuter entre femmes de notre quotidien et de nos expériences. Dans cette édition vente, j'ai décidé de donner la parole à des femmes qui travaillent ou ont travaillé dans le domaine de la vente, qui est un milieu compétitif et majoritairement masculin. Qu'elle soit commerciale, marketeuse, manager ou vendeuse, ici on n'axe pas la discussion sur la performance et les outils, mais plutôt sur des récits de vie, des retours d'expérience, des conseils à donner, des rêves à accomplir et des moments de fierté. Aujourd'hui pour cet épisode, j'accueille Jessica. Jessica, on ne se connaît pas personnellement. Je t'ai découverte sur le Slack Women in Sales et j'ai vu ton LinkedIn et j'ai évidemment vu que tu avais pas mal d'expérience dans le secteur de la vente, que tu as travaillé, on en parlera juste après, mais je crois avoir compris, dans la green tech aussi, dans une entreprise de revalorisation de déchets. J'ai trouvé ça super. Et j'ai aussi vu que tu étais mentor social builder. Moi aussi, je le suis. Du coup, ça m'a encore plus donné envie de t'inviter dans le podcast. Du coup, bah voilà. Comment tu vas, Jessica ? Je vais très bien. Hello Maureen, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très touchée. Bah, ça me fait trop plaisir de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu peux peut-être d'ailleurs commencer par te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas ? Oui, tout à fait. Donc, je suis Jessica, j'ai 33 ans et ça fait 10 ans que je travaille et 10 ans que je suis commerciale en fait. Trop bien. J'aime bien dire commercial un jour, commercial toujours. Et je fais exprès de le dire en français parce que quand j'ai commencé à bosser, c'était pas un terme très sexy. Mm. Mais à la fin de la journée, c'est ce qu'on est. On est des commerciaux, mais voilà, j'aime bien employer ce terme et montrer que c'est un terme cool. Et que finalement, qu'on soit manager, BizDev, account executive, SDR, on appartient un peu à la grande famille de la vente et du commerce. Ouais, grave. Moi, c'est super beau. Est-ce que je peux te demander de nous donner, s'il y en a qui te viennent, je sais que c'est pas une question hyper facile, mais 3 adjectifs qui décrivent ta personnalité ou ce qu'on dit de toi, si jamais il y en a qui te viennent. Alors, je pense le premier, indépendante. Trop bien. Ouais, il m'a fallu un peu de temps pour le réaliser, mais ouais, je suis assez indépendante et je sais que c'est ce que diraient mes amis et ma famille de moi. Cette capacité un peu à mettre dans mon coin et à avancer ou à ne pas avoir peur parfois de me retrouver seule. La deuxième chose, assez chaleureuse. Je suis très à l'écoute, donc voilà, que ce soit d'un client, ça j'adore ça. Du coup, d'un client, mais aussi des clients internes finalement. Enfin, même quand on est dans une entreprise, il y a aussi les différentes parties prenantes, et donc à l'écoute de ces différentes parties prenantes, justement dans la chaleur, dans le respect. Et un troisième, waouh. Un troisième, donc allez, indépendante, chaleureuse. Et alors alors je sais qu'on va parler un peu de compétition et tout ça, l'esprit de conquête. Je dirais un peu stratège. Je sais que ça peut sembler un peu péjoratif. Ouais, en vrai, mais mais pas forcément, hein, tu vois, parce ouais. que... Non, je le pense pas dans un sens péjoratif du tout, mais c'est ce côté avoir des projets ou avoir un objectif à atteindre et mettre en place un plan d'action derrière. Et voilà, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place. Et ça, j'avoue que j'aime bien le faire, que ce soit pour le business, au travail, mais aussi dans ma vie perso. Trop bien. Bah super, trop cool. Est-ce que du coup tu peux nous faire un petit overview justement des métiers de la vente que tu as exercé et où tu en es aujourd'hui dans ton parcours ? Oui, alors j'ai commencé à travailler à 10 ans dans une start-up qui faisait, alors ça va être très niche, qui faisait de l'inspection de pales d'éoliennes. Waouh. Voilà, donc en fait, c'était de l'inspection de pales d'éoliennes à distance. En fait, il faut se dire que quand moi il y a 10 ans dans le milieu, pour inspecter les pales d'éoliennes, donc déjà une pale, je sais pas si tu vois sur les éoliennes, Bah en fait, c'est ouais. les trois, voilà, Ouais, c'est les 3 les trois branches là, les hélices. 3 hélices, ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça, les trois hélices qui vont capter le vent. Et en fait, ça, c'est un élément voilà, qui est soumis au vent, à la pluie, enfin, toutes les intempéries et qui peut s'abîmer. Et en fait, pour inspecter ces pales d'éoliennes, avant, tu avais des dronistes, tu avais des cordistes qui montaient sur la pale ou des personnes qui montaient avec une plateforme élévatrice et qui redescendaient la pale en rappel. Wow. Et qui l'analysaient. Donc, ça prenait beaucoup de temps, ça impliquait un fort travail en hauteur. Et en fait, moi, j'ai rejoint une start-up qui avait développé une solution
finalement autour de la reconstitution d'images. En fait, c'était un appareil photo à distance avec un très grand zoom qui prenait des photos en rafale de la pale d'éolienne, qui reconstituait tout ça comme un Google Maps a posteriori en prod, et qui après faisait déjà un premier travail d'expertise de la pale grâce à de l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'images. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a 10 ans, c'était hyper novateur. Ouais, de ouf. C'est une boîte qui est toujours en service, Oui, qui tout à fait, fonctionne bien. toujours en activité. En fait, on était incubé chez Paris Senco et dans le 18e où il y a vraiment plutôt la partie green tech. Okay. Entre-temps, c'est une entreprise qui a été rachetée par une belle PME, une grande PME française qui a plus de 40 ans et qui est spécialisée dans le monitoring structurel. Donc voilà, j'emploie beaucoup de termes techniques, mais voilà, j'ai été dans des marchés assez niches. Donc ça, c'était ma première start-up et j'ai été recrutée en tant que première commerciale en fait. Par 2 fondateurs qui à l'époque hésitaient entre recruter un ingé ou un profil vraiment plutôt école de commerce. Ok. Et toi, du coup, tu as ce profil-là, école de commerce. Avant cette première expérience, tu as fait des études en ce sens Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait une école de commerce et j'ai fini avec une spécialisation entrepreneuriat et innovation. En fait, j'ai toujours su que, en fait, j'aimais bien le côté innovation et des marchés un peu niches. Et moi, mon envie, c'était pas forcément d'être commercial, mais l'idée d'avoir un impact dans une entreprise qui elle-même cherche à avoir un impact, ça me plaisait pas mal et je me voyais plus comme une ambassadrice. Donc en fait, à l'époque, tu vois, ça aurait pu être chargé de partenariat. J'ai trouvé que c'était sales, commercial, et que j'ai adoré ça. Et voilà, dans cette première commerciale, ce qui m'a permis après de structurer l'activité, d'évoluer, de monter mon équipe et de passer directrice commerciale. Trop bien. Et comment cette expérience avec les pales d'éoliennes s'est terminée? Tu as eu une autre opportunité ailleurs? Qu'est-ce qui Ouais, t'a... en fait, j'y suis restée 6 ans dans Ouais, quand cette même. entreprise. Donc oui, donc tu vois, sur 10 ans, c'est quand même beaucoup. C'est un peu mon entreprise de cœur, De ouf, finalement. c'est beau. Ouais, 6 ans, parce que je pensais pas. En plus, j'étais la première à dire que je resterais jamais 6 ans dans une entreprise, justement par rapport au côté un peu indépendant que je mentionnais tout à l'heure. Ouais. Et non, en fait, j'ai pu voir plusieurs stades de l'entreprise. C'est une entreprise qui avait pas vocation à passer, tu vois, de 10 à 500 ou voire 1000, mais plutôt de se dire qu'elle est sur sa niche, elle est leader sur sa niche, qui a fait les choses très bien. Donc ça, c'était génial, mais c'est qu'au bout d'un moment, il y avait un palier pour moi en termes de développement de mes compétences ou de découverte de nouveaux secteurs. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'entreprise. J'avais envie d'être sur des sujets un peu plus grand public aussi. Ok, bah ouais. Parce que les pales, ça m'a permis de vraiment découvrir le travail et les sales auprès des grands comptes. Mais c'est vrai que c'était des sujets quand même très, très techniques. Ouais. Et donc voilà, un sujet plus grand public. J'ai été en contact avec une autre entreprise qui faisait de l'évacuation et de la revalorisation de déchets de chantier et qui s'adressait à des artisans. Et honnêtement, pour avoir fait des travaux chez moi et vu un peu au quotidien la vie d'un artisan, c'est très, très speed. Ouais, de ouf. C'est très speed. Et en fait, l'enjeu pour eux, c'est que aller mettre des déchets dans une déchetterie qui est en bordure de Paris, pour eux, c'est un vrai pain. C'est un vrai pain point. Ça leur prend beaucoup de temps, ça les immobilise alors qu'ils devraient être sur le chantier à travailler pour 1 client, 2 clients, 3 clients. Et parfois, le problème de ça, c'est que certains artisans peuvent choisir la solution qui leur paraît la plus évidente ou la plus simple, qui est de confier leurs déchets à des personnes où après, ça manque de traçabilité et ce qui peut amener à des charges sauvages. Et donc, en fait, j'ai rejoint une start-up qui, elle, proposait vraiment avec des camions utilitaires et une application pour passer commande super facilement, qui promettait aux artisans d'avoir une solution d'évacuation clé en main en 2 heures. Ok. Ouais, et au niveau de... Parce que du coup, tu es arrivée dans cette entreprise-là, pareil, en tant que première commerciale, où il y avait déjà une petite équipe Non, là, il y avait déjà une équipe. L'entreprise, elle venait de lever des fonds et elle avait déjà elle avait 2 ans et quelques. Ok. Et honnêtement, il s'était super bien développé sur la partie acquisition. Parce que, en fait, là où dans ma première entreprise, c'était de la niche avec du gros compte en France et beaucoup à l'international, là, la deuxième entreprise, c'était plus
vraiment des SMBs, quoi. Donc, Ouais. des artisans, c'est des entreprises avec il y en a beaucoup en volume, mais pour des paniers et des cycles de vente beaucoup plus courts. Et là, la prospection, ou en tout cas l'acquisition, elle reposait beaucoup plus sur finalement du marketing. Ouais, Donc, ok. des ads, de la lead gen, une stratégie de prospection aussi très maligne qui était le retour de la prospection terrain. En fait, il y Ouais. avait des équipes qui allaient tracter à la plateforme du bâtiment, qui est en fait la chaîne de magasins où les artisans vont s'approvisionner dans Paris. Et, et ça, je trouvais ça hyper malin, mais c'est Ouais, aussi c'est ça, clair. d'aller à la Mm. rencontre du client et de vivre ce qu'il vit. Et en fait, un artisan, sa vie, c'est être réveillé aux aurores, d'aller Mm. s'approvisionner à la PDB, donc la plateforme du bâtiment, à 6 heures du matin, porte d'Aubervilliers, voilà. Et donc, du coup, il y avait des commerciaux qui se chargeaient d'aller ou donner des tracts, pitcher un peu la solution, l'application pour passer commande. Après, il y avait des commerciaux au bureau qui étaient en charge de closer. En fait, ils recevaient le formulaire quasiment en temps réel et sous 24 heures, il fallait qu'ils rappellent l'artisan qui était intéressé Ouais. pour le closer. Parce que si les déchets n'étaient pas évacués au bout de 24 heures, si ce n'était pas par nous, ils l'auraient été par quelqu'un d'autre. Ça, Ok. c'est sûr. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Franchement, tu vois, là, ça m'hypnose. J'ai envie de continuer de t'écouter parler de ces produits. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. C'est trop bien. Et après cette expérience-là, du coup, t'es partie Oui, sur autre chose encore? oui, sachant qu'en fait, donc cette entreprise, elle existe. Voilà, elle avait déjà sa machine commerciale très tournée sur, c'était un jeu d'acquisition et l'application, parce que l'enjeu c'était aussi que les artisans passent commande directement via l'appli. Ouais. Et moi, dans ce contexte, j'étais en charge de développer plutôt la partie B2B. En fait, l'entreprise voulait se lancer un artisan, c'est déjà du B2B, mais auprès des grands comptes, Oui. à savoir plutôt les grosses boîtes d'évacuation de déchets, donc des Veolia, etc. Et surtout des grands comptes, donc le top 10 des acteurs du BTP. Et moi, j'ai été recrutée dans ce contexte-là pour un peu explorer ce qui était possible. Mais on était du coup sur une temporalité complètement différente. Là où le cycle de closing avec un artisan, il était de 48 heures max, Ouais. avec un grand compte, en fait, il y avait une grosse phase de bizdev avant même de se dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Mm. Donc voilà, moi j'étais là pour un peu faire de la vente et lancer les choses dans ça par rapport à mon expérience grand compte. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le bon moment. Plus c'était un peu avant. Enfin, on avait aussi été assez ralenti par le premier confinement Ouais. Ok. parce que Ouais, ça ouais. nous amène à 2000, tu vois, autour de mars, avril Mm. 2020. Et une chose aussi, et pour le coup, ça c'était un vrai apprentissage pour moi, c'est aussi de réaliser l'importance du bon profil au bon endroit. Ouais. À savoir que, tu vois, moi j'avais un profil plutôt grand compte et que là, l'enjeu c'était plutôt de suivre du SMBs. C'était pas du tout la même temporalité, c'était pas les mêmes argumentaires. Et pour moi, ça a demandé quand même un certain ajustement. Pour finalement me rendre compte que c'est pas ce que je préfère. Ouais, ouais, ok, mais c'est hyper Ouais, important que tu aies pu tester ça et voir ouais. effectivement. Et après, finalement, les grands comptes, c'était des cibles qui n'étaient pas adressables avec ce produit-là. Enfin, finalement, vous n'aviez pas réussi à développer ces cibles-là ou si quand même, vous aviez quand même un peu... En fait, il y a eu des premières, en tout cas par rapport à ma performance, il y a eu des premières touches, des premières pistes. Après le closing, ma frustration, c'est qu'il n'ait pas pu être aussi rapide que j'aurais voulu. Ouais. Clairement. Donc, deux choses où j'étais pas la bonne personne, ce qui est possible, ou effectivement le go-to-market n'était pas encore le Mm. meilleur. Ouais. OK. Ouais, c'est hyper intéressant et après du coup, je comprends mieux, donc ton chemin dans cette entreprise-là et après, cette entreprise-là, du coup, tu as été sur un autre projet avant de te lancer, en Exactement, freelance? exactement. Donc, je suis retournée sur. En fait, c'est un peu un chemin. Ouais. La première entreprise, c'était typologie de client, euh, structure de l'entreprise early stage que j'adore. Mmh. La deuxième, c'était plutôt scale-up, sujet plus grand public. Donc, j'aimais bien le côté plus grand public, mais je pense la rapidité, les enjeux, et puis dans une certaine manière, en tout cas, ce que moi j'ai pris comme la pression,
scale-up, j'ai moins aimé. Et donc, ma troisième entreprise, en tant que salariée, c'était garder un sujet toujours grand public, mais revenir sur une boîte early stage. Ok. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la dernière entreprise où j'ai travaillé en tant que salariée, qui était donc toujours dans le BTP et qui là proposait, elle propose toujours d'ailleurs du monitoring environnemental. En fait, c'est des capteurs. Donc, je revenais aussi sur des produits assez tech. Moi, j'aime beaucoup ça. Ok. Et donc là, c'est des capteurs intelligents qui embarquent de l'IoT et de l'intelligence artificielle, qui permettent de réduire les impacts environnementaux des chantiers. Donc, concrètement, ça va être un cap. Donc, voilà. Donc, un capteur de reconnaissance du bruit qui sait dire en fait si le bruit vient d'un marteau-piqueur, d'une disqueuse scieuse, d'un scooter qui passe à proximité et de quelle zone du chantier le bruit vient, ou est-ce qu'il vient de l'intérieur ou de l'extérieur du chantier. En fait, tout pour aider les opérationnels sur place qui se rendent toujours pas compte forcément du nombre de décibels qu'ils génèrent, ou par exemple ou ce qui va permettre à un directeur des opérations qui n'est pas toujours sur chantier et qui a parfois ses équipes qui travaillent, de pouvoir avoir accès à l'information et très vite, en fait, mettre en place des actions correctives avant que ça dégénère, que ce soit avec les riverains ou aussi avec le donneur d'ordre du projet. C'est hyper intéressant justement les projets sur lesquels tu as travaillé. Je trouve ça super et en plus, la green tech, moi actuellement je travaille, dans la green tech, c'est vraiment une vraie passion que j'ai aussi, et puis mettre justement la tech au service, justement de cette cause-là, je trouve ça vraiment génial et c'est un truc qu'on semble vraiment partager. Donc franchement, hyper intéressant. Et donc, est-ce que cette expérience-là, cette dernière expérience, en entreprise en tant que salarié, elle t'a plu? Ou est-ce que pareil, tu as retrouvé des problématiques, qui t'ont un peu moins plu, comme ta deuxième expérience? C'était génial. En fait, j'ai vraiment aimé la complémentarité avec le fondateur. En fait, le fondateur, lui, il avait été directeur des opérations pendant plus de 15 ans. Vraiment directeur des opérations d'une entreprise qui fait partie du top 3 du BTP en France. Voilà. Et un pur produit du BTP. Qui en fait avait eu son idée au sein de ce grand groupe, et qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il a pu lancer sa boîte via un programme d'intrapreneuriat. Et en fait, quand moi j'ai rejoint l'entreprise, son projet d'intrapreneuriat prenait son envol pour devenir une start-up à part entière. Et c'est le moment où il cherchait à se structurer avec des talents, que ce soit CTO, direction marketing, mais aussi direction commerciale, hors groupe. Et là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je retrouvais ce côté très early stage, où les enjeux sont de faire. C'est important pour moi de garder vraiment un pied dans l'opérationnel, mais aussi de structurer et de très rapidement recruter l'équipe qui allait pouvoir tout exploser, quoi. Trop bien. Et j'ai pu faire ça, j'ai pu aller assez vite. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de me dire que chacune de mes expériences m'a énormément servi. Parce que la partie grand compte, cible, la manière de prospecter des grands comptes, la temporalité, le R1, le R2, le moment où tu fais venir un expert un peu technique, quand est-ce que tu vas closer, comment tu gères un certain panier moyen. J'ai pu m'aider de ma première expérience. Par contre, ce que m'a énormément apporté ma deuxième expérience, c'est vraiment la connaissance des outils à fond. Parce que c'est une start-up qui croyait beaucoup dans ça et qui avait un gros enjeu d'acquisition. En fait, le marché était tellement grand que les artisans étaient obligés de faire beaucoup de marketing et de trouver des hacks un peu d'acquisition et travailler avec des outils. Et en fait, moi, ça, c'est quelque chose que j'avais moins eu dans ma première entreprise et que j'ai pu vachement rattraper lors de ma deuxième entreprise. En parallèle, j'avais aussi commencé à rejoindre des réseaux sales et à beaucoup m'auto-former sur ces nouveaux outils. Et en fait, j'ai pu mettre tout ça en place pour aller beaucoup plus vite dans la dernière entreprise dans laquelle je travaillais en tant que directrice commerciale, mais salariée. Ouais, ok. Et du coup, après, tu t'es dit, je veux tenter l'expérience en freelance, quoi. Et aujourd'hui, voilà, t'aides plein d'entreprises, j'imagine, de plein de secteurs différents, à pouvoir justement structurer. Tu restes sur des entreprises early stage, pareil, ce qui semble vraiment te plaire. Ouais, c'est ça en fait. En termes d'organisation, je me suis dit,
Franchement, quand j'ai pris ma décision, je me suis dit, je vais me faire un saut de personnel. Ouais, c'est ça, elles sont mes forces, elles sont mes faiblesses. Enfin, c'était assez marrant à faire, mais honnêtement, j'ai vu beaucoup plus clair une fois que je l'ai posé sur papier. Trop bien. Et en fait, je me suis dit quand même que en fait, ces secteurs que j'aime bien, autant en faire une force. Et donc, je dirais pas que je me suis nichée, mais en tout cas, dans la manière dont je me présente, je sais que je vais être plus forte pour aider des entreprises qui sont dans les énergies renouvelables, parce que j'en connais les acteurs et puis, enfin, j'en connais aussi le fonctionnement. Dans la construction, que j'ai pu voir à travers mes 2 dernières entreprises, l'industrie, voilà. Et donc, on va dire que je me suis semi-nichée, mais pour autant, il y a des entreprises que j'aide et qui sont finalement dans le packaging, ce qui n'a rien à voir. Mais en tout cas, j'ai pris la décision au début de me nicher pour au moins avoir une cohérence. Ouais. Et oui, tu as raison, c'est les entreprises que j'aime le plus aider, ce sont les early stage, parce que je réalise aussi qu'il y a beaucoup de fondateurs. Pour moi, au départ, je pensais que c'était une évidence, mais en fait, les fondateurs me disent d'eux-mêmes, j'ai pas les réflexes sales, en fait. Et parce que c'est aussi lié à mon expérience où j'ai travaillé avec des fondateurs qui avaient un profil ingé et pas du tout sales. Ouais. Et il y a des choses qu'en fait, même toi, tu vas faire qui te semblent hyper naturelles parce que c'est pas ta formation, mais au moins ton quotidien, mais qui sont pas du tout naturelles pour des fondateurs ou des fondatrices. Et nous, on peut encore vachement leur apporter ça. Ouais, de ouf. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, si on zoome un petit peu out de ton parcours, au niveau vraiment du secteur de la vente, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit quand je te pose cette question? Alors, une seule chose, c'est Pas forcément non, une, non. tu vois, genre tu peux, Alors, mais voilà, qu'est-ce qui de base en plus t'a attiré sur ce métier-là? ouais, en fait, c'est vraiment c'est le côté un peu ambassadrice, que j'aime bien. Me dire, je deviens un peu moi et mon équipe, on devient le visage d'une entreprise, et il y a un produit qu'elle développe dans lequel on croit, dont on est persuadé qu'il va avoir de la valeur et une utilité. Je parle beaucoup d'utilité, en fait, pour un client. Et en fait, nous, on est le pont entre ce produit et Mmh. le client. Ouais. Donc ça, ouais, j'aime beaucoup ça. Et puis après, il y a aussi finalement le côté on gagne, quoi. Parce qu'en fait, je dirais que c'est la première manière un peu sympathique de le dire, ce que je viens de dire, mais j'y crois profondément. Et puis après, il y a aussi quand même le côté challenge. C'est quand même super agréable de se dire, ah, mais là, je suis sur un deal. Comment je fais pour qu'il close, en fait? Comment je fais Mmh. pour que l'entreprise, moi en tant que sales, et surtout mon client, soit content, en fait, de ce que je vais lui apporter. Ouais. Ouais, carrément. Et à l'inverse, est-ce que, au cours de ces expériences, hyper riches que tu as eues, tu t'es trouvé en difficulté, sur certains points? Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ce métier-là, sachant que toi, en plus, voilà, tu as pu créer des équipes? Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais la première chose qui me vient, justement, je peux être gagnée. Je trouve que quand on est commerciaux et surtout quand je recrute des équipes, sachant qu'en plus j'étais sur des cycles de vente assez longs, des fois ça me frustre de pas pouvoir apporter un win aux gens de mon équipe. Et je suis toujours sensible au moment où je sens qu'ils se disent mince. Ils croient beaucoup dans le produit. Ouais. Ils ont des pistes. Ils ont des leads, mais ça close toujours pas mais c'est comme ça, parce que le cycle de vente est de 4 mois et de 5 mois. Et il y a des jours où tu te sens un peu la reine ou le roi du monde. Il y a des Ouais. moments où tu as De un peu ouf. toutes tes pistes qui s'éteignent, mais c'est pas comme si tu avais un pipe de 300 opportunités non plus, quoi. Et ça, je trouve que de réussir à vivre avec ça, ça peut être parfois difficile. Et donc moi, en tant que manager, pour moi, c'était toujours important de me dire, ce qui est sûr, c'est que le Graal, c'est quand on a closé, quand la vente elle est obtenue. Parce que Mmh. oui, pardon, moi ce que je dis pas, c'est que mes commerciaux étaient surtout des commerciaux full cycle. Ouais, Donc OK. vraiment de la prospection au closing. Donc ça demande vachement d'endurance. De Et c'est ouf. vrai qu'avant, tu passes ton temps à semer, mais avant de récolter, il peut se passer un peu de temps. Et donc c'est de bien dire, effectivement, le closing, c'est c'est ce qu'on vise. Mais en fait, il y a des étapes intermédiaires avant. Et de bien m'assurer de célébrer les étapes avant. M'assurer de célébrer le moment où le devis a été fait, m'assurer de célébrer le moment où
où tel commercial a su obtenir 5 nouveaux contacts, où il a été positionné sur, je sais pas, 2 nouvelles filiales. Enfin voilà, de me dire en fait tout ça, ça va participer à ta victoire à la fin de la journée. Et je bien penser à le célébrer, sinon le temps est trop long. Ouais, c'est clair, si on célèbre que les closings, Ah ouais, on célèbre pas grand-chose finalement, surtout quand on développe un marché comme ça, ah oui, enfin oui, c'est ouais, clair. c'est ouais, hyper intéressant. Et est-ce que tu aurais une fierté à nous raconter, alors ouais, dans n'importe quelle de tes expériences, quelque chose qui t'a marqué, justement peut-être un premier closing ou tu vois quelque chose que t'as pas oublié quoi? Ouais, c'était un grand compte, dans surtout qu'à l'époque, j'étais encore sales. J'avais pas encore mon équipe et pareil, enfin, dans l'éolien, tu savais que tu avais, en fait, dans l'éolien, tu as 5 grands constructeurs et c'est où tu travailles avec eux ou tu travailles pas avec eux, quoi. Ouais. Et il y en avait un grand constructeur. Moi, je faisais beaucoup de prospection sur les salons et c'est quelque chose que je continue de vachement mettre en avant. J'y crois beaucoup. Je t'avoue qu'en post-Covid, je sais moins, Ouais. à quoi ça ressemble, mais j'ai développé toute une méthode sur comment bien prospecter sur un salon parce que j'y crois vraiment à fond. Génial. Et en tant que visiteur, je pense que ouais, le retour d'investissement, il est assez bon. Ça coûte pas grand-chose d'aller sur un salon et donc voilà. Et en fait, c'était une époque où on n'était pas aussi vigilant sur prendre l'avion. Et donc, parce que encore une fois, hein, ça va faire 10 ans, mais Carrément. et donc, et ça me paraît fou d'ailleurs quand j'y repense. Mais bon, de prendre un avion pour une réunion de 2 heures ou un salon comme ça. Mais bon, Ouais, de je ouf. reviens au cœur de ce que j'allais dire. Et en fait, pour le coup, c'était un vrai décisionnaire chez un constructeur d'éoliennes. Et en fait, réussir à craquer ce compte, c'était hyper important pour nous. Parce que finalement, c'était avoir accès à un très grand parc éolien. Et donc, nous, vu que ce qu'on facturait, c'est des inspections d'éoliennes, franchement, c'était un très beau business. Et en fait, j'étais très contente d'avoir identifié cette personne depuis le moment, d'avoir réussi à me faire introduire, de savoir qu'il allait à tel salon et sur place, d'avoir encore une fois réussi à me faire introduire par des collègues à lui. Et là, ma fierté était vraiment dans non seulement il y avait un plan pour Ouais, être introduite à la bonne personne. de Et ouf. après, sur place, un peu ce bagou pour me dire, bah, j'ai 5 minutes en fait pour que cette personne me voie, avoir sa carte de visite, lui donner la mienne, qu'elle se souvienne de ma tête, sortir 2-3 éléments clés de notre solution, 2-3 éléments clés de sa situation à lui, et de continuer à faire mes devoirs chez moi. Et c'est un client qu'on a réussi à closer, avec lequel on a eu une belle relation pendant quand même plus de 5 ans, avant que la concurrence vienne nous challenger. Waouh, yes. Mais ça reste ma plus grande fierté. Et en plus, sachant que c'était un client euh, difficile mais juste. Enfin, j'ai beaucoup appris aussi auprès de lui dans tout ce qui était négo, dans tout ce qui Ouais, était l'importance aussi d'être, tu sais, très. Enfin, il y a des clients comme ça, surtout chez les grands comptes, qui sont très héroïstes et très orientés chiffres. ouais. Et il m'a beaucoup challengé sur ça et je sais que j'ai appris à travers ce client. Ouais. Ouais, c'est beau quand c'est effectivement les prospects qui nous apprennent. À fond, à fond. Les ouais, c'est franchement, ouais, c'est super, super cool ton histoire et ouais, prospection à des salons, moi, j'ai pas encore fait. Je vais à un salon là, fin mai, qui s'appelle Change Now. Il est assez connu ce salon, Ah je sais oui, pas, ouais, voilà. Et ouais, du coup, ce ouais. sera la première fois pour moi de rencontrer les gens en vrai, faire de la prospection, terrain, un petit peu aller discuter avec les gens. Donc j'ai hâte de voir, ce que ça donne. Moi qui ai l'habitude de juste décrocher mon Carrément. téléphone, là, je vais pouvoir avoir, contact avec les gens directement, ouais, ça Ouais. ça va être cool de découvrir ça. Tu as identifié les stands que tu veux aller voir et Mmh. tout? Beh, du coup, oui, on a une petite plateforme de networking, et du coup, en OK. fait, les gens qui se rendent visibles, tu peux te rendre visible ou pas, et puis, du coup, bah, je vois, j'ai déjà commencé à envoyer quelques messages et cetera et puis on a un agenda, les gens peuvent booker directement, OK. un créneau dans notre agenda. La plateforme est pas mal faite, mais ouais, je commence à repérer un petit peu les gens et j'essaie de les contacter en amont, et puis, Ouais, en tout cas, voilà, je pense que savoir qui tu as envie d'aller voir avant d'arriver au salon, c'est c'est hyper c'est important. essentiel, quoi. Mmh. C'est ce que je disais aux gens de mon équipe. Je disais: «Tu as 2 manières d'aborder un salon. C'est ou, vraiment en touriste, le salon est immense, tu vas te perdre dans Salonland De ouf. et puis, à 15 heures, tu même pas, allez, à 14 heures, tu commences à boire des mojitos parce que tous les stands commencent à servir des cocktails et en fait, c'est cool, mais tu as pas vraiment accompli ta Mmh. mission de prospection.
Ou sinon, tu identifies vraiment, donc comme tu dis, via des plateformes un peu de réunion B2B, qui tu veux aller voir, et tu listes vraiment en amont tous les stands qui seront présents, et tu te fais vraiment un ordre du jour en disant jour 1, moi je vais voir tous ces stands, je veux discuter avec une personne sur chacun de ces stands, et ma mission elle accomplit si j'en ai vu 80%. Un peu de te challenger sur pour moi c'est quoi une visite de salon réussie. Ça c'est un peu le conseil, et c'est ce qu'on mettait en place en tout cas après avec mes équipes. On se motivait en se disant bon allez, si on a réussi à partir de 16h on peut aller prendre une bière. Ouais, carrément. Ouais, c'est trop bien, trop cool. Écoute, Jessica, tu as commencé à en parler au début quand tu m'as cité justement tes qualités au niveau de la compétition. Est-ce que je pense avoir à peu près compris de toute façon la façon dont tu nous as expliqué tes expériences, mais est-ce que tu es quelqu'un de t'es compétitrice dans ton métier ou pas? Oui. Enfin, non, mais alors, oui, parce que je pense que c'est important oui, c'est important, je pense, quand tu es commercial, ouais, d'aimer la compétition finalement, parce que tu as envie de gagner. Et donc, pour gagner, il faut être compétiteur. Après, je pense que la compétition, elle doit être placée au bon endroit. Et je l'ai moins eu, moi, parce que j'ai été les entreprises où je suis restée le plus longtemps, j'avais plutôt la place de la première commerciale qui après passait manager. Mais par contre, dans les équipes que j'ai créées, et surtout quand tu es dans des boîtes early stage, en fait, c'est important quand même de très vite développer une culture de l'entraide. Parce qu'en fait, tu découvres encore beaucoup de choses sur ton entreprise. Il faut qu'on puisse s'aider, et encore une fois, surtout quand tu es sur des grands comptes. Je sais pas, je vais donner l'exemple de ma dernière entreprise. L'enjeu, pour nous, c'était d'être positionné sur un chantier. C'était qu'en fait, tel chantier mette nos capteurs. Maintenant, mes sales, la répartition qu'on avait, donc c'est des sales full cycle. Et en fait, ils avaient un portefeuille par entreprise. Ok. Et donc, en fait, leur enjeu, c'est de chacun avait son portefeuille d'entreprise du BTP qu'il devait prospecter. Par contre, un chantier, il est accordé via un appel d'offres, pas tous, mais les gros chantiers via des appels d'offres. En fait, si à la fin d'un process d'appel d'offres, tu as Eiffage et Bouygues qui sont en lice pour remporter ce chantier, que j'ai un commercial qui est sur Bouygues et Claude qui est sur Eiffage, en fait, notre enjeu, c'est d'être positionné sur le chantier. Ouais. Donc, ça ne sert à rien qu'il y ait de la concurrence entre les deux. L'enjeu, c'est que chacun arrive à se partager l'information pour qu'on soit chez le client qui aura finalement obtenu le chantier. Ouais. Et donc, c'est pour ça, je pense que la concurrence entre commerciaux, en tout cas sur les métiers et la manière dont nous, on faisait du business dans les boîtes où j'ai travaillé, entre eux, ça n'avait pas de sens. Par contre, avoir cet esprit de compétition, mais vraiment entre toi et toi finalement, te dire le mois dernier j'ai passé tant de calls, ce mois-ci je vais en passer plus, j'ai fait 5 devis, là je vais en faire 8. Ça c'était quand même un mindset qui était important pour moi d'inculquer. Ouais, carrément. Ouais, je suis 100% alignée avec ça. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude à chaque fois de refaire une passe là-dessus dans mes épisodes, mais la compétition, elle peut être saine, justement, nous porter vers le haut et porter les autres vers le haut, nos collègues. Et justement, voilà, c'est le moment du podcast où je sors ma petite boîte à outils, sororité, pour qu'on puisse se donner justement des tips entre compétitrices. Oui. Qu'est-ce que c'est la boîte à outils sororité? C'est juste une sorte de fourre-tout où je récolte en fait des avis et des expériences de femmes qui me permettent de me construire et de m'empouvoirer, mais sans faire du tort justement à celles qui m'entourent. Donc pour commencer cette partie-là, Jessica, j'aimerais te poser la question, savoir si tu pouvais me donner ta définition de la sororité, voilà, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Je ferais simple, je dirais que c'est une certaine idée de l'entraide entre femmes. Ouais. Voilà. J'aurais du mal c'est un mot que j'aime beaucoup, mais j'aurais du mal à le définir autrement ou d'être plus complète que ça. Mmh.
Bah, c'est très bien résumé en tout cas. Je pense ce mot d'entraide, il revient dans beaucoup de définitions justement, de mes invités et c'est clair qu'il est au centre, de ce concept-là, il est vraiment essentiel. Hem Et toi, du coup, ton rapport à cette sororité aujourd'hui, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans l'exercice de ton métier, comment il se situe? C'est une bonne question parce que tu vois, je t'ai parlé un peu des industries dans lesquelles j'ai évolué et enfin, en tout cas, donc pas forcément dans la deuxième parce que j'y ai pas fait beaucoup de recrutement, mais vraiment dans la 1re et la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, j'ai remarqué que c'était pas toujours simple de recruter des femmes, mais c'était important par contre d'en faire un peu une priorité. Et là, tu te retrouves Oui. dans une situation où tu te dis: «Ben, qu'est-ce que je» du coup, je fais une discrimination positive. Mmh. Enfin, mais donc j'avais un peu ce sujet, mais par contre, je sais que c'est là, dans ma dernière entreprise, quand j'ai fait du recrutement, donc le 1er CD que j'ai recruté, c'était un garçon. J'étais hyper vigilante sur la deuxième et en plus, bah, il y a pas eu de sujet. Il se trouvait que c'était une candidate et finalement, bah, du tout le cycle de recrutement, c'était la meilleure. Tu vois? J'étais très soulagée de me dire: «Ça y est, il y a 2 personnes et il y a une fille et un garçon». Parce que je sais aussi que, voilà, quand l'équipe commence à se créer, que les candidats vont sur la page ou sur le LinkedIn, moi, ce que je me dis, c'est quand il commence à y avoir trop de mecs, les nanas, elles osent moins postuler. Ouais. Et voilà, j'étais vigilante à ça et quand on recrutait aussi, enfin, quand j'en parlais avec, la personne qui m'aidait aussi sur le recrutement dans l'entreprise, je lui disais: «Voilà, faut qu'on soit vigilant, par rapport à ça». On avait un peu du mal à recruter nous-mêmes, donc j'étais passée par un cabinet de recrutement et je lui avais un peu dit en off, moi, j'aimerais bien recevoir plus de profils de femmes. Et tu vois, elle était pas à l'aise avec ce discours. Et même moi, je j'étais pas non plus 100% à l'aise à lui dire, mais c'était l'enjeu que j'avais aussi Ouais. sur le moment, quoi. Parce que j'avais pas envie d'avoir une équipe de 6 commerciaux où il y avait qu'une seule nana, en fait. Alors OK, Ouais. la directrice commerciale, c'est une nana, et puis après, sur les 6 commerciaux, il y a une seule nana. Je sais pas, j'étais pas très à l'aise avec ça. Hem Et là, c'est cool. Enfin, c'est une entreprise que j'ai quittée maintenant, mais voilà, il y a une belle parité dans l'équipe, donc ça, c'est cool. Mais au niveau de l'entreprise, OK, une parité dans l'équipe commerciale. Après, tu prends l'équipe produit, tu prends les devs, tu prends, enfin voilà, Mmh. ça reste une entreprise où il y a quand même beaucoup plus de mecs. À la limite, c'est un fait, mais pour moi, c'était important de faire ma part pour qu'au moins au niveau de l'équipe commerciale, il y a des femmes sales. Ouais. Ouais, je pense que c'est hyper important, c'est vrai, on parle de discrimination positive, mais c'est vrai que c'est quand même un devoir d'avoir une parité, dans les équipes, enfin, surtout sur des métiers de la vente où il y a pas tant de femmes que ça. La dernière étude d'Upto, pardon, qui était sortie, voilà, elle a annoncé qu'il y avait seulement un tiers de femmes, en France, sur les métiers de la vente, ce qui est pas énorme. Du coup, on n'est pas, sur de la parité, donc c'est vrai que c'est quand même, hyper important de faire attention à ces sujets-là et nous, pareil, c'est un sujet, hyper important chez Samy. Actuellement, on a plus de femmes que d'hommes dans l'équipe sales, OK, étonnamment. C'est pas OK. souvent le cas, mais Non. c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé que dans des pôles sales où il y avait plus de femmes que d'hommes. Ouais, j'étais pas forcément au courant puisque quand je passais les entretiens qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, donc je D'accord. suis pas forcément, OK, voilà, mais par contre, j'ai toujours eu des managers, femmes. Ouais, je OK. sais pas si ça après, de façon inconsciente, j'ai toujours voulu avoir, une manager femme, c'est une question que je me pose, mais en tout cas, moi, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais ouais, c'est OK. des questions hyper importantes à se poser parce que tu vois, même moi, mon podcast, je le fais aujourd'hui en non-mixité, mais si je l'avais pas fait en non-mixité, je me serais imposée de proposer une parité OK. parfaite. OK. Mais parce que aussi là, bon, on est dans les médias, justement quand on met de la lumière sur enfin quelque chose, un sujet où là, c'est, justement les métiers de la vente, pour moi, c'était hyper important, d'avoir ça en tête, bah, même si, voilà, je vais inviter, tant d'hommes qui parlent de tant de sujets, bah, si j'ai pas une parité parfaite, bah, tant pis, je les invite pas. J'attends d'avoir la parité pour pouvoir réinviter des hommes et je me force à inviter des femmes pour que ce soit du 50-50, quoi. Ouais, c'est génial, sachant qu'en plus, ça, c'est pas le cas partout. Enfin, c'est pas forcément le cas sur les réseaux où les audiences, sont aussi, très masculines. Je m'en rends pas compte au quotidien, en fait, honnêtement, ou même, tu vois, quand je vais poster,
quand j'ai de l'engagement, c'est cool, les discussions sont hyper pertinentes. En fait, ce que je retiens, ce qui me fait plaisir, c'est que je discute avec des personnes qui sont passionnées de Ouais. vente et ça, c'est génial. Et c'est juste de temps en temps, je me dis: «Mince, en fait, j'ai beaucoup plus d'engagement avec, avec des mecs». Hem, alors où sont les nanas? Est-ce que, mon contenu les intéresse moins? Est-ce qu'elles osent moins? C'est une question que je me pose. Et après, tu vois, c'est par rapport à ce que tu disais en disant voilà, tu t'in si ton podcast n'était pas en non-mixité, tu te serais imposé quand même d'avoir autant d'invités féminins que masculins. Le problème, c'est qu'en tout cas, moi, là où j'aurais eu un problème, c'est que je ne pouvais pas fonctionner comme ça en tant que recruteuse Ouais. pour mon business, enfin, en tout cas pour le business dans lequel je travaillais, parce qu'il y avait un besoin et que si tu as des profils, des CV que tu reçois qui sont très compétents de garçons, en fait, tu es très content aussi de les recevoir, quoi. Ouais, Donc, c'est clair. j'ai pas encore la réponse, mais je sais que ouais, c'était un sujet qui nous animait pas mal. Et tu sens que même les fondateurs, tu vois, me disaient: «Alors, tu en es où sur le recrutement? Si c'est nana, ce serait cool quand même». Ouais. Parce que enfin, je vois aussi une différence, un moment où enfin voilà, même les fondateurs se disent: «Bon, bah, ouais, on peut pas se permettre d'être une entreprise qui commence à avoir, 15 salariés et où il y a que 2 nanas, quoi». Mmh. Ouais, c'est clair, c'est hyper important. Et est-ce que tu as retenu une expérience de sororité que tu as vécue, dans l'exercice de ton métier, durant les différentes expériences, que tu as vécues? Après, si jamais ça peut être aussi, dans ta vie hors pro, si jamais, ça t'inspire plus. Non, j'en ai plusieurs, j'avoue que enfin, les expériences de sororité ou les choses sur lesquelles je vais être, vigilante ou que j'aime bien un peu, on va dire, mentorer, les femmes sur ça, c'est vraiment sur les questions d'argent et d'augmentation, enfin, de salaire. Parce que parce que Ouais. enfin, je vois, par exemple, des fois, des copines qui vont me parler du moment où elles ont demandé une augmentation. Je me dis: «Mais enfin, ça va pas, quoi». C'est pas alors c'est génial parce qu'elles ont enfin osé la demander, mais Ouais. je veux dire quand tu demandes une augmente ou quand tu vois, quand tu es sur Oser, un ouais. palier, qui va entre, je sais pas, à 7K d'écart, c'est qu'en fait, tu as demandé, mais tu as pas vraiment osé y aller. Et hem et donc voilà, moi, c'est des choses sur lesquelles j'aime bien un peu coacher, Mmh. mes copines. Heu et après, pareil, au sein des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je le faisais quand j'avais, enfin, des stagiaires qui passaient par, donc je savais qu'elles allaient pas forcément être recrutées chez nous, mais j'aimais bien avoir ces discussions assez librement avec elles pour leur dire: «Bah, voilà, demain, tu vas chercher un travail dans une autre entreprise, comment tu vas t'y prendre sur la partie, négociation de salaire, de comment tu vas le demander, faudra vraiment pas bégayer». Parce que voilà, moi j'ai Ouais. vu des femmes, des filles qui étaient un peu plus gênées quand elles demandaient, et ça me c'est pas des choses que j'ai vues, chez des garçons, et encore, enfin, ces garçons-là ont eu raison. Mais voilà, c'est un peu les choses sur lesquelles je vais faire attention, et j'observe que des femmes sont moins à l'aise, Ouais. sur ces sujets. Hem et après dans les exemples de sororité, bah, tu parlais tout à l'heure de mentorat, social, builders sur, voilà, des femmes en reconversion. À partir du Grave. moment où ouais, ça me tenait à cœur de m'investir comme ça vraiment, bah, je dirais juste, gratuitement, tu vois? D'être un soutien d'être un soutien, et encore, parce que voilà, en tout cas de Ouais. m'investir dans cette direction, c'était important pour moi, ouais. Ouais, c'est cool. C'est une belle association, ouais, qui permet aux femmes de se reconvertir dans les métiers du numérique et les métiers de Exactement, la vente, en font partie. Donc et ils exactement. recherchent, beaucoup de monde en plus, voilà, pour mentorer. Moi, je suis sur la promo des business développeuses, vu que Oui, c'est mon métier de tous les jours, donc c'est super, avec Fanny, on peut discuter de ces sujets-là, de mon day to day. Je peux l'aider, sur sa soutenance et cetera. Donc franchement, c'est cool. On est vraiment là, en fait, pour, les motiver et puis si elles ont des questions, on est là pour y répondre, et puis, moi, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on peut leur mettre à disposition notre réseau, ce qu'elles ont exactement. pas du tout, en fait, quand elles arrivent, sur ce métier-là. Et même moi, Fanny me posait des questions: «Mais, LinkedIn, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je remplisse
mon profil LinkedIn. Donc là, forcément, après, tu fais ton petit blabla sur LinkedIn, sur comment ça peut être hyper Exactement. intéressant, et puis même après en prospection. Donc ouais, c'est des infos dont elles ont besoin, quoi. Donc ouais, franchement, c'est une super association, en tout cas, Social Builder. C'est marrant, Euh, donc ils t'ont mis sur des business. Ok. ouais, Je pense que moi, par rapport à mon profil, on me met plus sur des femmes qui sont en reconversion. ouais. Alors, elles sont toutes en reconversion professionnelle, mais plutôt celles qui veulent se lancer après dans l'entrepreneuriat Mhm. et qui ont des idées de business. Et je les mentor plutôt sur ça, sur comment gérer la gestion du temps. Ça, Ouais. c'est un peu un des sujets pour elles. Parce qu'en fait, c'est des femmes qui font... en fait, elles font énormément de choses et je me dis, mais je pensais avoir une expertise, mais elles me mangent, mais 1000 fois. Enfin, en fait, c'est elles qui m'apprennent énormément de choses, Ouais, c'est fou. finalement. Mais c'est vrai que la question de la gestion du temps est importante pour elles. Et c'est vrai qu'elles se posent toute la question aussi de LinkedIn. Ouais. Ouais, ouais, de J'y ouf. vais pas, j'y vais pas. Ouais, trop bien. Ben écoute, on va passer à la partie reco, Jessica. Est-ce qu'il y a peut-être, une femme qui travaille dans la vente ou alors même, hein, hors milieu de la vente qui t'inspire ou qui t'a inspiré au quotidien? Ça peut être une proche, collègue, une femme un petit peu plus connue, par exemple de l'environnement LinkedIn, ou fictionnelle aussi. J'ai eu des exemples de Ouais. femmes, en fiction qui étaient super, donc qu'est-ce qui t'inspire? Une seule, c'est compliqué. Ouais. Mais non, non, mais écoute, je vais essayer d'en trouver. Enfin, en fait, ouais, effectivement, les personnes qui vont m'inspirer, moi, j'avoue que des chanteuses, enfin, Mmh. en fait des personnes qui ont su gérer leur carrière. Ça m'inspire énormément, qui ont su créer leur propre univers. Et par exemple, je pense à Kate Bush. OK. C'est une chanteuse anglaise des années 80 et Mmh. tu sais, on en entend beaucoup plus parler depuis qu'une de ses chansons a été prise dans un épisode de Stranger j'ai oublié la Things. série exactement, Stranger Ouais. Things. Mais en fait, c'est une fille enfin, elle a un certain âge maintenant, mais elle m'inspire énormément parce qu'elle produisait, elle réalisait, elle avait sa vision sur l'organisation de ses concerts, elle avait tout un univers esthétique et elle a su se faire discrète quand elle a eu envie de se faire discrète, alors qu'elle a un impact incroyable sur la Ouais. culture pop. Et en fait, ce genre de personne me touche beaucoup et me motive vachement. Me dire, waouh, si j'arrive à arriver à un niveau d'impact, mais aussi de vie tranquille que Kate Bush, j'aurais tout gagné. Donc ça m'inspire vachement. Et non, et après, côté business, si, il y a une personne que j'ai beaucoup écoutée, c'est Pauline Léniaud, la fondatrice de Gemio, une D'accord. bijouterie. Et enfin voilà, elle a vraiment le profil fondatrice, enfin entrepreneuriat au féminin, fondatrice. Elle a créé son podcast aussi il y a plusieurs années, qui a changé plusieurs fois de nom. Je crois que maintenant il s'appelle La Crème, où elle a OK. invité elle-même des personnalités et elle le fait pour continuer à apprendre d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. Euh, une démarche un peu finalement similaire à la tienne, Mmh. mais moi que je trouvais hyper respectable. Et ces derniers temps, je suis tombée sur des épisodes qui s'appellent La Leçon. En fait, elle a plutôt un auditeur qui lui pose une question business. Et c'est là que je me rends compte à quel point elle aime l'entrepreneuriat et la vente. Ouais. Et j'aime bien sa manière de décrire la vente, qui est de dire, mais en fait, si tu as un projet, un produit dans lequel tu crois profondément, en fait, tu n'es plus en train de le vendre. Ça devient limite une Ouais, de mission. ouf. Et j'ai vachement aimé cette manière de dire, ça devient limite une mission que le client idéal utilise, en fait. Et donc, oui, il y aura des moments où tu vas relancer, mais si tu es sûr de toi, tu ne penseras pas ennuyer. Et j'aime bien cette idée. C'est pas vrai, enfin, c'est pas facile tous les jours, Ouais. mais se le dire comme ça, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant. Ouais, c'est cool, c'est une super reco, merci beaucoup, Jessica. Bah, c'est bientôt la fin de l'épisode, mais avant ça, je veux te poser quelques petites questions supplémentaires sur toi, notamment, sur tes passions, si tu en as, dans la vie. Quelles sont-elles? Ouais, j'ai une passion qui est l'acting. Donc en Trop fait, bien. c'est pas le théâtre, c'est vraiment le face caméra et le jeu d'acteur, quoi. Et en OK. fait, aujourd'hui, ça prend la moitié de ma semaine parce que j'ai décidé de redevenir étudiante. En fait, je suis dans une école d'acting et j'ai un jour et demi de cours d'acting par semaine. C'est incroyable. Ouais, Et je vois plein de c'est communs. génial. Voilà, Ouais, c'est génial. c'est trop bien.
À distance, du coup. Non, non, en présentiel. Donc, j'ai une école avec, et Ok. je me retrouve avec des camarades. On est une classe de 20. Je suis la plus vieille. Ça y est, je commence à être la plus vieille Mais vraiment, enfin, j'ai 10 ans de plus que mes potes du cours Ouais. d'acting. Et en fait, on sait beaucoup de travail sur ton accès aux émotions, euh, les croyances immédiates. Enfin, voilà. En fait, voilà, demain, tu deviens acteur. Il faut que tu imagines une scène où ça va pas forcément être glorieux ce que je vais dire, mais où ta sœur est malade, quoi. Et en fait, c'est des Ouais. choses qu'on t'apprend à jouer en étant vraiment vrai dans des circonstances imaginaires. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et en plus, je vois beaucoup de points communs avec la vente. Je me Ouais. suis pas tournée vers l'acting pour ça, hein, mais il y a énormément d'enseignements des métiers de la vente qui m'aident en tant Ouais, c'est qu'élève dingue. actrice. Ouais, c'est cool. Ah, c'est super, comme passion et comme projet. C'est vraiment trop cool et du coup, est-ce que, je peux te demander quel est ton prochain projet, qu'il soit pro ou perso, ce que tu as envie de partager, avec nous? Oui, alors, il y a ça qui m'occupe et dont j'adore parler. Et après, mon projet, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de mes précédentes expériences en tant que sales ou manager sales, mais depuis 6 mois maintenant, donc je suis passée à mon compte. Et là, je suis consultante. En fait, j'aide les entreprises early stage dans leur développement commercial. Je suis aussi sales coach et aussi ce qu'on appelle directrice commerciale à temps partagé. En fait, des structures qui n'ont pas encore de direction commerciale ou qui ne veulent pas en avoir à temps plein. Moi, je viens effectuer des missions ponctuelles ou de moyen terme pour les aider. Et en fait, c'est ça mon projet. Et j'espère que ça le Ouais. sera le plus longtemps possible parce que j'aime bien cette idée de continuer à apprendre dans plein de Mmh. secteurs et sur des problématiques différentes. Et là, pour l'instant, c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, chaque entreprise a une problématique business très différente. Et donc, moi, j'apprends aussi vachement en, en mettant en place des choses très différentes pour chacune des entreprises. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant et est-ce que tu aurais, peut-être une reco aussi culture à donner pour les personnes qui nous écoutent? Ça peut être, livre, podcast, série, un contenu inspirant. Il y a ouais, on peut peut-être dire, enfin, il y a une femme qui poste pas mal sur la vente, mais c'est en anglais, que j'ai découvert il y Ouais, a pas OK. longtemps. Elle est aux US. Je trouve que sur la partie en plus consulting business, ils sont plus avancés, je trouve, qu'en Ouais. France. Elle s'appelle Leslie Venetz. Peut-être que, alors je sais pas, enfin, tu pourras peut-être l'écrire. Ouais, ouais, je le Et mettrai en description, oh, ok, mmh mh. ok. Elle poste régulièrement. Je trouve qu'elle a une belle énergie. Puis voilà, elle a commencé à poster comme ça. Elle est devenue top voice LinkedIn. Donc, mais en plus, avec un ton beaucoup plus décontracté. Et à chaque fois, je me dis, si c'était traduit en français, on n'est pas prêt, je pense. Mais Ouais, mmh mh. tu vois ce que Ouais, je c'est veux dire? vrai, j'en suis une aussi, je sais plus son nom, mais pareil, c'est une directrice commerciale qui poste, tous les jours quasi, qui est Mm. américaine et elle met beaucoup d'emojis et c'est vraiment Ouais, let's go, poupoum, fireworks et tout ouais, c'est et ça. c'est vrai que j'ai pas trop ça, sur mon feed français, Ouais. ce genre de contenu, ouais, on n'est pas encore, à ce stade-là de décontraction, dans les posts. C'est vrai. Mais bon, du coup, c'est bien de faire son marché un peu dans différents pays et, Ouais, et ça change. Et non, ouais, donc c'est elle, j'aime clair. bien la suivre. J'aime bien la suivre. Donc voilà, ce serait ma reco, on va dire un peu business. Trop bien. Bah, merci, merci beaucoup Jessica. C'était, super cet épisode. Franchement, merci beaucoup à toi, d'avoir accepté mon invitation. J'ai Non, appris merci à trop de toi. trucs et j'en reviens pas vraiment à la façon dont tu pitches, tes anciennes expériences Ah pro. ouais? Ouais, je me dis, mais enfin, tu l'air vraiment d'être une sales incroyable parce que ça m'a vraiment, happée, quoi. Je trouve ça vraiment cool et ton parcours est super inspirant et je te souhaite vraiment beaucoup de réussite pour la suite, ton expérience en freelance et puis pour l'acting aussi. J'espère que, Ouais. ouais, tu vas réussir à bien t'éclater dans ce projet-là, pour pouvoir, ouais, aller chercher ce que tu as envie d'aller chercher, dans cette passion-là, parce que c'est hyper cool, comme passion. Franchement, bravo à toi d'arriver à allier les 2, de trouver du temps parce qu'en fait, c'est ça qui nous manque généralement quand on a des passions, Complètement. c'est trouver le temps, quoi.
Bah, merci, franchement, merci beaucoup à toi pour l'invitation et pour toute la force là que tu viens de m'envoyer. Je suis très touchée. Mais je te retourne sur le compliment parce que j'ai envie de dire, moi maintenant, je suis passée aussi en freelance, ce qui me donne un peu plus de flexibilité dans la manière d'organiser mon agenda. Et en fait, toi aussi, tu allies ta passion avec ton amour de la vente et aussi ta partie entreprise. Et tu arrives aussi à très bien jongler avec ces 3 casquettes. Donc, bravo à toi. Et merci beaucoup pour ce que tu fais. Très bien. fan de votre travail. Bah, merci beaucoup, Jessica. Bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Là, on est after work, Merci. on va aller retourner à nos occupations tranquillement. Et puis du coup, voilà, avec grand plaisir, les gens peuvent te contacter sur LinkedIn si jamais Ouais, ils ont envie d'échanger plaisir. avec toi. Je mettrai bien le lien de ton LinkedIn dans la description et ton nom dans le titre du podcast. Comme ça, ils pourront te retrouver facilement. Et puis au plaisir de rééchanger une prochaine fois en tout cas. On fait ça. Merci beaucoup, Maureen. Salut Jessica. Salut. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. En tant que femme, appliquer la sororité au quotidien m'a donné l'opportunité de ne plus nous voir comme des ennemis, mais comme des alliés. Depuis que j'ai découvert le principe de sororité, mes interactions avec les autres femmes ont complètement changé et j'espère que cet échange t'a inspiré à voir les choses différemment. Si tu penses à une femme inspirante de ton entourage qui travaille ou a travaillé dans le domaine de la vente, n'hésite pas à lui parler du podcast Oh les Sœurs Édition Vente et à lui dire de me contacter sur LinkedIn ou Instagram si elle souhaite juste papoter ou carrément passer derrière le micro. Enfin, si tu peux prendre le temps de donner 5 étoiles au podcast et de le partager pour m'aider à le faire découvrir à d'autres personnes, je t'en serai très reconnaissante. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Oh les Sœurs. Tchuss!